Welcome to Joseph Bonan and Joël Kreka for their video. Raconter l'histoire de l'échographie gynéco-obstétricale en l'espace de quelques minutes est mission impossible. Aussi avons-nous choisi de narrer cette formidable aventure, technologique autant que médicale, à travers les portraits de quelques-unes de ces figures marquantes. Un choix nécessairement subjectif, tant sont innombrables ceux qui ont contribué à l'essor de la discipline. Parmi les acteurs des premières heures, nous avons choisi Douglas Howry, qui travailla dès 1948 à la conception d'un dispositif d'imagerie tomographique à base d'ultrasons. Avec son ingénieur Gerald Posaconì, il conçut et construisit son Somascope en 1954, la première machine d'imagerie d'ultrasons tomographiques produisant ce qu'ils appelèrent des somagrammes. Cette machine fit l'objet d'une publication dans les pages médecine du magazine grand public Life en 1954. Posaconì n'hésita pas à endosser le rôle de cobaye. Et n'oublions jamais que l'innocuité d'une exposition des organes aux ultrasons a constitué dès la naissance de l'échographie un constant sujet d'interrogation et d'inquiétude. Ian Donald est unanimement reconnu comme la figure la plus marquante de l'histoire de l'échographie gynéco-obstétricale. Son article du 7 juin 1958 dans The Lancet, Investigation of Abdominal Masses by Pulsed Ultrasound, est vraisemblablement la publication majeure de l'histoire de la discipline. On peut en voir ici 2 pages où sont montrées ces premières images qui concernaient alors des pathologies gynécologiques. En 1974, Ian Donald raconta toute son aventure scientifique dans l'imagerie d'ultrasons dans un article dans le qui traitait Apologia, How and Why Medical Sonar Developed. Le domaine de la gynécologie, y explique-t-il, fut choisi comme champ d'expérimentation initial car il permettait une confirmation rapide des diagnostics post-opératoires, ce qui était essentiel tant le scepticisme était général autour de lui. Il s'intéressa ensuite à l'obstétrique, montrant dès 1959 qu'il était possible de repérer les contours de la tête fœtale. De nombreux travaux suivirent, en obstétrique l'activité cardiaque en mode A dès la 7e semaine d'aménorrhée, la placentographie à partir de 1966, etc. Le champ des indications de l'échographie en gynéco-obstétrique qu'il propose dès 1974 est impressionnant. You know, it's not just about the words we say, but how we say them. Élève de Ian Donald, Stuart Campbell est l'autre figure marquante de la discipline. Outre son travail sur le profil évolutif de la céphalométrie fœtale au cours de la grossesse, Campbell proposera un autre paramètre biométrique important dans le monitoring de croissance fœtale et sa corrélation au poids fœtal, la circonférence abdominale. Parmi ses très nombreux travaux, on lui doit la description d'une anencéphalie à 17 semaines en 1972 et le premier diagnostic d'un spina bifida en 1975. L'apport de Hugh Robinson dans la surveillance échographique de la grossesse fut d'une incontestable importance. Sa courbe de croissance de la longueur crânio-caudale embryonnaire, que chacun connaît, est publiée en 1973 dans l'article que l'on peut voir ici. Élève d'Alfred Kratochwil à Vienne, Bernd Joachim Hakelauer est une autre figure marquante de la discipline. Il montra dès 1974 qu'il était possible de visualiser les follicules, d'en suivre la croissance jusqu'à l'ovulation et d'en mesurer le nombre chez les femmes sous protocole d'induction de l'ovulation. Ces premières images furent obtenues sur un échographe à balayage manuel, sans même échelle de grille. L'apparition de l'imagerie en échelle de grille, puis surtout du temps réel, améliora considérablement l'étude de la cinétique folliculaire et fut par là d'un apport décisif dans l'essor de la procréatique, avant l'apparition puis la généralisation du monitoring folliculaire par voie vaginale. Le recueil des ovocytes, initialement réalisé par voie célioscopique, connut un progrès majeur lorsque fut décrite la ponction transvésicale sous guidage échographique, dont les initiateurs en France furent en 1983 les membres de l'équipe de Bichat à laquelle appartenait Joël Kreka.
On ne peut parler d'échographie gynéco-obstétricale sans évoquer la figure de Kypros Nikolaïdes et son considérable travail entrepris dès 1992 sur la mesure de la clarté nucale et le calcul de risque pour un dépistage de la trisomie 21. Un travail que compléta Hermann en 1998 avec un score pour évaluer la qualité des coupes échographiques utilisées. Une mesure de la clarté nucale qui fut partout enseignée et parfois même selon des moyens plutôt inattendus. 1 millimètre, ça c'est la nuque, 1 millimètre, ça c'est légal. 3 millimètres, ça c'est plus mal, 2 millimètres, c'est pas trop mal. 4 millimètres, ça devient brutal, 6 millimètres, c'est le mal total. 1 millimètre, ça c'est la nuque, 1 millimètre, ça c'est légal. 3 millimètres, ça c'est plus mal. La discipline connut un saut technologique majeur avec la commercialisation des premières machines temps réel entre la fin des années 70 et le début des années 80. Ces machines, selon les modèles, fonctionnaient sous deux techniques différentes, balayage sectoriel mécanique ou barrettes électroniques à balayage linéaire. Libéré du pantographe, l'opérateur pouvait enfin multiplier dynamiquement et à l'infini les plans de coupe. Un progrès qui compensait très largement la qualité initialement légèrement inférieure des images obtenues par rapport à celles fournies par le balayage manuel. C'est en 1985 que la société autrichienne Kretz-Technik commercialisa la première sonde endovaginale à balayage sectoriel mécanique, signant ainsi la naissance de l'échographie gynécologique moderne. Annexes, muqueuses utérines et cavités utérines devenaient explorables facilement et avec un niveau de résolution infiniment supérieur à tout ce que l'on connaissait alors. En procréatique, cette technologie constitua une étape extrêmement importante en permettant le recueil des ovocytes par voie vaginale, selon une technique décrite en 1986 par Wilfried Feichtinger et Peter Kemeter. Le recueil ovocytaire ambulatoire devint ainsi la règle. Ce type de sonde permit en outre de multiplier les procédures interventionnelles pelviennes écho-guidées. La première machine équipée Doppler couleur de marque ATL fut mise sur le marché en 1988. Technique encore balbutiante au début des années 80, le Doppler couleur prend place en pratique quotidienne au début des années 90. Asim Kuriak est considéré comme un pionnier dans l'utilisation du Doppler couleur et plus spécialement dans le Doppler couleur en endovaginal, en obstétrique et en gynécologie. Il en a posé les bases au début des années 90 avec notamment son Atlas of Transvaginal Color Doppler, The Current State of the Art, devenu très rapidement l'indispensable bible de tous les praticiens d'imagerie Doppler en gynéco-obstétrique. Le combison 330 de la société autrichienne Kretz-Technik fut, en 1989, le premier échographe équipé du mode 3D et conserva longtemps l'exclusivité de cette imagerie. Nous voyons ici l'une des toutes premières phases fétales 3D publiées en 1992 par Kratochvil. Durant cette même décennie 90, Bernard Benoît, utilisant le même matériel, fut un acteur majeur du 3D en obstétrique par son iconographie particulièrement spectaculaire. En gynécologie, la 3D fit très vite l'objet de multiples travaux dès les années 90, notamment en France avec Jean-Marc Levaillant, Jean-Philippe Beau et Bernard Benoît. Leurs ouvrages restent aujourd'hui encore des sources documentaires indispensables pour qui envisage de pratiquer la 3D en pathologie gynécologique. L'une des personnes dont la contribution a été la plus importante dans l'essor de la discipline en France fut Bernard Leroy. Chef du service de gynéco-obstétrique de l'hôpital Esquirol à Saint-Maurice, il organisait dès la fin des années 70 les soirées de Saint-Maurice, un rendez-vous incontournable pour toute personne intéressée par l'imagerie d'ultrasons de la grossesse. Des soirées qui furent ensuite reprises par Jean-Louis Béniflat. Il fut l'auteur d'ouvrages sur l'échographie obstétricale et gynécologique et de diverses communications, comme on en voit ici la trace, sur le dépistage échographique précoce du cancer de l'ovaire, en compagnie de Roger Bessis, Joseph Bonan et Jean-Pierre Pèze. On lui reconnaît un rôle essentiel dans la mise en place du premier diplôme universitaire d'échographie prénatale en 1977 à Paris 5. Convaincre de l'utilité de l'échographie en pratique gynécologique et obstétricale jusqu'à l'aube des années 90 fut un véritable travail de Sisyphe. Chaque jour recommençait.
Tout le mérite en revint à la dizaine de praticiens qui fondèrent le Collège français d'échographie fœtale en 1994. Cette société savante, sous l'énergique direction de son premier président Roger Bessis, fut l'interlocuteur privilégié des autorités de santé et produisit quantité de travaux de très grande valeur, à l'image par exemple des courbes de croissance des paramètres biométriques fœtaux sous la férule de Joël Créca.